Bonjour à tous, madame, messieurs. C'est une autre édition, la deuxième de la semaine de la revue des grandes unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle de l'ENAM, l'absence parlante du directeur général. C'est le grand titre du journal. Yunus Tussauds M'Diana, ancien directeur général, n'a pas assisté à l'installation de son remplaçant, alors que la rumeur l'envoie déjà en prison. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également en postulat d'invité. Ni John Fundi, selon le président national du Social Democratic Front, toutes les initiatives que le président Biya est donc en train de prendre jusqu'à présent ne vont point trouver de solution à la crise anglophone tant qu'il ne retiendra pas l'option du dialogue. C'est dans le dossier, dans le journal, de la page 8 à la page 9. Le même journal parle également du retrait de la CAN avec de la désolation à la reconstruction même. Dans une analyse froide, le professeur Jean-Emmanuel Pondy passe d'ailleurs en revue les graves conséquences de la décision de la CAF sous au moins 5 dimensions majeures. C'est ce qu'on découvre également de la page 6 à la page 8 du journal et qui s'intéresse justement au Dixia de 2018. Confusion et corruption au menu. Les Jeux nationaux du Cameroun ont d'ailleurs commencé à Bafoussam avec de graves ratés dans l'organisation et avec une forte odeur de surfacturation. C'est ce que dit également le journal en page 6 de ce numéro. Le journal Le Messager qui est dans les kiosques ce matin s'intéresse à autre chose parlant des marchés de la CAN. Ferdinand Gongor et Séraphin Fouda en point de mire. Au départ, une aventure ambiguë, le fiasco qui a échoué, un scandale ralentissant du retrait notamment et aussi de la compétition au Cameroun va s'aggravant au point où la bataille s'est donc transportée dans les espaces médiatiques. On peut lire tout cela en page 5 du journal. Et puis entreprises d'État, ces directeurs généraux inamovibles nommés à la tête des entreprises parapubliques depuis des décennies. Et c'est en violation notamment de la loi. Ils sont donc toujours en poste malgré notamment les dossiers qui les accablent en page 3. Le journal parle également du Cameroun, chronique d'une dictature agonisante. Lire donc la tribune libre de Maître Yondo Black en page 10 et 11. C'est dans le journal Le Messager disponible ce matin dans les kiosques. Tout comme Cameroun Tribune parle de Camtel et Enam, les nouveaux patrons en poste désormais. Ils ont été tout au moins installés par leurs différentes tutelles. C'est à découvrir dans le journal Cameroun Tribune qui s'intéresse également à la fièvre des fêtes de fin d'année aussi. C'est un autre sujet à lire dans le journal. Mutation pour sa part parle de l'ENAM avec la gaffe de M'Diana. Selon bien sûr le journal, ce matin, le directeur général sorti de l'école nationale d'administration et de magistrature a brillé par son absence à la cérémonie d'installation du nouveau directeur général hier. Bertrand Pierre Soumbou Angoula invité donc à redorer le blason même de cette école. À lire en page 7, le journal parle également de la prison de Michel Bienton. La prison est une école d'humilité. C'est ce que dit également le journaliste sorti de prison. C'est à découvrir dans le journal. Mutation de ce matin. Le quotidien Le Jour parle d'hydroélectricité avec Lompanga. Pression sur le barrage. Où sont passés? C'est une question en tout cas que se pose le journal ce matin. Où est passé le projet d'électrification de 150 localités de la région de l'Est Cameroun à partir notamment de la centrale hydroélectrique de 30 MW en cours de construction au pied de la retenue d'eau? C'est une question. La réponse est à découvrir en page 6 du journal. Le quotidien Le Jour de ce matin, le journal parle également de curieux le blocage sur des chantiers de la CAN dans la région du Nord, à Garoua précisément. C'est à lire dans le journal disponible aussi ce matin. Et puis le journal Le Financier d'Afrique s'intéresse aux microfinances. La crise anglophone fait perdre 70 milliards de francs CFA aux entreprises de microfinance. Selon le numéro de ce matin, le journal fait savoir que c'est ce qui ressort d'ailleurs des plaintes émises par les responsables des établissements de microfinance exerçant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc à lire l'interview du consultant David Kenyé, qui est également responsable de microfinance aussi, qui s'explique d'ailleurs dans ce journal. À lire également d'autres faits, d'autres sujets qui intéressent l'actualité, qui intéressent en tout cas les lecteurs, qui vous permettra d'être au parfum de l'actualité, cette actualité d'ailleurs. Donc à lire dans la plupart des tabloïds de ce jour. Ils sont déjà sur ce plateau. Donald Bliss-Kamga, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour à Camille, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci à ceux qui sont fidèles à ce programme, notamment le mardi.
Voilà. Merci d'être des nôtres également ce mardi. Camille Nélé, bonjour. Bonjour. Bonjour Donald Buscamran. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse. Ce matin, la nouvelle expression qui parle notamment de l'ENAM, l'absence parlante du directeur général. Ça, c'est l'un des titres qu'on peut lire ce matin. Mutation parle plutôt de l'ENAM, la gaffe de Menjana et aussi, dans d'autres tabloïds également, on peut faire le tour et découvrir d'autres titres aussi. Donc, c'est dire, est-ce que la presse exprime exactement ce qu'on a pu observer sur le terrain lors de l'installation du tout nouveau directeur général de l'ENAM? Oui, la presse rend compte de la cérémonie d'hier, qui a été marquée notamment par l'absence du directeur général sortant de l'école nationale d'administration et de magistrature, Linus Toussaint Menjana, qui n'a pas trouvé utile à son sens de prendre part à cette cérémonie de passation de service entre lui et l'entrant. Pour quelles raisons? Les informations qui nous sont revenues, notamment par notre bureau de Yaoundé, indiquent qu'il a tenté de revenir à son bureau en matinée. Il a été empêché d'y accéder. Pour quelles raisons? On n'a pas encore assez d'éléments, mais disons que nous sommes toujours dans le paramètre de la République du flou, de l'inefficace. Avait-il encore le droit avant la passation? Avait-il encore le droit d'avoir accès à son bureau? Qu'est-ce qu'il allait chercher? Est-ce qu'il avait des effets personnels à rechercher au bureau? Je n'en sais rien. Mais tout le week-end. Toujours est-il que le fait qu'il soit refoulé, c'est pas un événement qui est en soi nouveau. Vous savez que lorsqu'on débarque un haut responsable au Cameroun, on a toujours tendance à soupçonner qu'il va se retrouver à la prison centrale de Kodengui du jour au lendemain. Tous ces éléments peuvent faire en sorte que il y a peut-être des craintes qu'il y a des documents compromettants qu'il avait peut-être l'intention de soustraire de ses bureaux. Ce sont tous des soupçons. Mais son absence indique tout simplement qu'il y a un malaise. Et il y a un malaise parce que les critères de nomination chez nous ne sont pas toujours des critères lisibles, ce ne sont pas toujours des critères objectifs. Et dans ce contexte-là, il y a beaucoup de soupçons. Lorsqu'on ne choisit pas les hommes à des postes de responsabilité sur des critères objectifs, sur des critères de compétences, il y a tous les soupçons du monde. Vous faites allusion à l'entrant ou aux sorties? On aura le temps de parler peut-être de l'entrant tout à l'heure. Il faut donner des éléments suffisants qui permettent de ne pas avoir de soupçons ou de présomption d'incompétence aux responsables qu'on place à divers postes. Il faut qu'on ait une critériologie objective, lisible, appréciable par tous dans le choix des responsables. Qu'est-ce que ça a à voir avec son absence à la cérémonie Écoutez, je ne sais pas si c'est senti frustré. J'ai appris que l'entrant est l'un de ses tout derniers étudiants. Vous savez que l'entrant, son profil pose beaucoup de problèmes. Ce n'est pas son âge, évidemment, loin des débats qu'on a pu entendre ça et là. Il y a des jeunes qui sont compétents, mais la jeunesse n'est pas un critère de compétence. Il y a des jeunes qui sont compétents, il y en a aussi qui sont très médiocres, vous le savez. Le fait qu'on nomme à la tête de l'ENAM un jeune qui a 32 ans, a-t-on appris, magistrat de premier grade qui a été intégré en 2017, donc qui a à peine 2 ans d'exercice, pose quand même des problèmes. Le fait de nommer un directeur de l'ENAM qui est en charge de gérer la carrière de l'ensemble des magistrats du Cameroun, un secteur aussi complexe que celui-là. Quels sont les éléments de parcours qui permettent de penser que le nouveau directeur général a l'étoffe nécessaire pour gérer des problèmes aussi complexes, qui sont d'autant plus complexes que l'environnement camerounais, l'environnement politique est extrêmement nocif, passez-moi l'expression. Vous savez que l'ENAM nourrit beaucoup de convoitises, l'ENAM
fait l'objet de beaucoup de batailles féroces. Le mot n'est pas exagéré, entre les élites, entre les membres du gouvernement, qui positionnaient son enfant, qui positionnaient son ami, ses proches. Et donc, ce sont des éléments que le directeur général est appelé à nommer. Et alors, est-ce que celui qui... Pour quelle responsabilité, peut-être? Est-ce que celui qui vient de prendre fonction a l'étoffe nécessaire pour gérer ces contraintes qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles? Très bien. Je ne suis pas sûr. Alors, lorsqu'on fait le tour Kaminele, on voit quand même la titraille de la plupart des tabloïds ce matin. Mutation qui parle de la gaffe de Mendiana, qui n'a pas pris part à la cérémonie de passation de service. Il y a la nouvelle expression qui parle de l'absence parlante du directeur général. Oui, cette absence a été perçue comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire qu'on s'attendait à voir d'un côté le directeur entrant, de l'autre côté le directeur sorti. Bon, malheureusement, le directeur sorti n'a pas été vu et cela a ouvert la voie à toutes sortes de conjectures. Bon, ces conjectures, la personne ne peut dire qu'il détient la vérité. Mais toujours est-il que parmi l'une de ces raisons, on dit que il est arrivé à son bureau le matin même de la passation et il a été interdit d'accès. Vous savez qu'au Cameroun, c'est une pratique camerounaise et une curieuse pratique que dès le jour où on vous débarque, vous n'avez plus le droit de mettre les pieds dans votre bureau. Et on a même vu un directeur général, Monsieur Metouk, pour ne pas le nommer, qui a été débarqué un vendredi. Le samedi, il se retrouve à son bureau. On l'a arrêté, on estime qu'on l'a même inculpé pour avoir mis les pieds dans un bureau auquel... Non seulement pour tentative, mais même, comment on appelle ça, violation je sais pas, bref, on l'a accusé de s'être retrouvé dans son propre bureau et d'y être entré pour détruire des documents. Mais moi, je pense que ce n'est pas souvent valable parce que je pense que tous les directeurs généraux et tous les responsables de ce pays savent très bien qu'ils ne sont pas obligés de garder des documents importants dans leur bureau. Moi, est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir passé plusieurs années oui. en même poste de responsabilité? Par exemple, on voit bien que le directeur de l'ENAM a passé 7 ans, oui. Son adjoint a passé plus d'une vingtaine d'années. Oui. Ça donne l'impression qu'on se retrouve chez soi et qu'on peut se permettre certaines choses aussi. Oui, mais c'est curieux, alors que c'est même contre la loi qui prescrit une durée maximum de 9 ans, et encore que 9 ans. Aujourd'hui au Cameroun, on trouve au moins un directeur qui est là depuis les Raïdjo. Il y en a un qui est là depuis 25 ans, que vous connaissez, qui est même pratiquement grabataire, que l'on ne voit même plus au bureau, mais qui est toujours directeur général de l'une des plus grosses entreprises de ce pays. Non, la nomination de poste de directeur général relève de la prérogative discrétionnaire du chef de l'État. Bon, quand Donald Brice parle de compétences et de compétences et de capacité de pouvoir gérer les choses. Non, je crois que laissons passer tous ces débats qui sont surannés aujourd'hui, parce qu'il y a même des journalistes qui sont payés soit pour justifier le fait qu'il a été nommé, qu'un jeune a été nommé à 32 ans et que c'est à 32 ans que le premier poste important qu'il occupe dans une administration est de directeur général. Généralement, avant d'être nommé directeur général, on gravit des étapes dans certains services, mais quand on part de petit attaché à directeur général d'une grande entreprise d'État, c'est questionnable. Mais toujours est-il que cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Moi, je pense que commencer à couper les cheveux en 4 pour chercher à décrypter pourquoi, comment et les raisons profondes. Non, moi je pense que le fait est fait. Le président de la République a nommé quelqu'un. On nous dit que les gens voulaient des jeunes. En voilà un jeune, c'est tout. Et aujourd'hui, quand on se retrouve avec le directeur sortant qui n'arrive pas, on ne saura jamais pourquoi il n'est pas sorti. Mais ce n'est pas la première fois non plus qu'on voit un directeur sorti ne pas être présent. Donc, mettez ça dans tous les comptes. Mais toujours est-il que la seule chose qui reste visible et vérifiable, c'est que Mendiana n'était pas là au moment de la passation de service. Point. Alors, une nouvelle, en fait, une rumeur l'annonçait déjà sur le chemin de Kondengui. Mais les rumeurs, curieusement, les rumeurs annoncent toujours des gens sur le chemin, soit les ministres, soit les directeurs généraux, sur le chemin de Kondengui. Il y a 4 ans, on avait parlé de l'ancien ministre des Transports, celui qui avait présidé Mebengo, comment il s'appelle,
Le professeur Robert Kili, avec toutes les frasques sur la surfacturation des avions de la Camer, les wagons qui ont fait des morts plus tard. Mais depuis 4 ans, il est là, il n'a pas été inquiété. Mais pourtant, les journaux ont écrit des articles stridents pendant des mois et des mois. Bon, 4 ans après, il n'y a toujours rien contre lui. Non, ce n'est pas parce qu'on a été dégommé qu'on se dirige forcément vers la prison. Mais toujours est-il que ceux qui veulent le voir en prison n'ont qu'à le penser. Mais vous savez aussi que les journaux, la plupart du temps, sont instrumentalisés, soit pour blanchir quelqu'un, un ministre ou un haut cadre de notre administration, soit le diaboliser. Donc, ceux qui veulent le voir en prison le verront peut-être ou ne le verront pas. Mais toujours est-il que la seule chose qui est vraie que l'on connaît aujourd'hui, c'est que M. Mendiana a été sorti, il a été remplacé, point. On passe à autre chose. Ah, voilà. Non, moi je pense que ce qu'on appelle au Cameroun le pouvoir discrétionnaire, c'est une couverture qui permet de masquer l'inefficacité. Le fait que le chef de l'État ait le pouvoir de choisir qu'il veut, encore que le fait de dire qu'il veut, nous devons être dans une société où on promeut la compétence, l'excellence. Si les choix du chef de l'État ne nous permettent pas d'avoir des résultats conséquents, je veux dire par exemple que est-ce que le fait d'avoir maintenu le directeur général par exemple de la Camtel qui vient d'être démis de ses fonctions pendant 14 ans à la Camtel, est-ce que c'est parce qu'il produisait les résultats qu'on attendait de lui? Qui peut dire oui avec certitude, de façon confortable? Non, il faut cesser de parler de pouvoir discrétionnaire pour masquer. Il faut sortir de ces considérations-là. Je disais tout à l'heure que le jeune qui vient d'être promu à l'ENAM, moi je suis contre le népotisme, contre la gérontocratie. Mais la véritable question aujourd'hui c'est, est-ce qu'il y a un autre jeune qui pouvait placer au même poste de responsabilité, avoir la compétence, au moins la présomption de compétence, au regard de son parcours, être au moins sur le plan théorique, être capable de gérer l'ENAM? La réponse c'est oui. À partir du moment où c'est oui, on ne comprend pas pourquoi le chef de l'État est allé choisir un jeune contre qui nous n'avons absolument rien, qui n'a pas 5 ans d'exercice dans la magistrature pour gérer la formation des magistrats. Personne ne peut expliquer ça. Mais est-ce qu'il va être seul? Il ne sera pas seul. Non, mais il sera entouré des conseillers. Si on vous envoie tous les conseils techniques du monde entier et que vous n'êtes pas compétent, vous ne ferez rien. De toute façon, je suis d'accord avec la prise de décision. Je voudrais terminer. Oui. La prise de décision, c'est un processus très complexe. Je disais que l'ENAM, c'est une école où le DG est appelé à gérer des conflits les plus féroces, les batailles les plus mortelles, passez-moi le mot. Et donc il y a non seulement les prérogatives classiques à gérer, mais ces conflits, l'ENAM nourrit les batailles politiques, administratives, qu'on ne peut pas, que vous ne pouvez pas imaginer. Vous connaissez qu'on a fait admettre des morts dans cette école il y a quelques années. À la suite de son travail. Non, mais déjà à l'entrée, son parcours pose des problèmes. Quand vous parlez de la prérogative du chef de l'État, vous savez, le chef de l'État ne le connaissait peut-être même pas. Mais vous savez très bien comment ça se passe. Il demande quelqu'un, il demande des gens, on lui apporte des listes. Non, vous ne pouvez pas dire que le chef de l'État, il a été cadre à la présidence, cadre contractuel, pendant il a été à la chambre et dans quel service? Parce que vous êtes cadre à la présidence, vous êtes sûr que Paul Biya vous connaît? Bon. Il y a des gens qui ont fait 20 ans à la présidence qui n'ont jamais vu Paul Biya de près. Vous comprenez? Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je me souviens d'un cas qui est encore plus spectaculaire que celui-ci. C'est d'un directeur de la SODEG, de la SOTUC, qu'on appelait, parce que, je sais pas, j'ai peut-être entendu dire qu'il est mort, qu'on appelait Godway, qui avait 23 ans, nommé directeur général de la SODEG, 23 ans. Vous comprenez? Cette affaire-là, les gens ont crié. Bon, il est vrai que... il a été le meilleur à l'époque, parce que cette structure n'existe presque plus. Non, le problème n'est pas là, c'est que déjà lui-même était à la structure à un moment où cette société avait déjà des problèmes. Et on l'annonçait comme l'homme qui allait... Bon, mais seulement, je suis toujours en train de dire que quand les choix sont faits,
quand les personnes sont nommées, je peux vous dire qu'ils ne sont pas nommés parce que le chef de l'État connaît personnellement les personnes la personne à qui on donne la nouvelle responsabilité. Non. Mais moi, je pense qu'il y a un système, il y a des conseillers, il y a toute une structure de chef de l'État qui vient lui proposer des noms et il les nomme. Bon, maintenant, vous devrez le savoir, cette affaire aussi relève aussi d'une certaine mafia qui fait que non, t'en fais pas, on va tout faire pour que tu sois nommé. Donc, qu'il soit nommé aujourd'hui à 32 ans, ce qui est questionnable, je l'ai dit, 32 ans. Ce n'est pas l'âge qui est le problème. Non, à 32 ans, quand on donne peut être à 32 ans être compétent, non, mais le premier grand poste de responsabilité qu'on donne à un jeune, c'est d'être directeur général. Non, moi je pense que là, on peut se questionner. Il y a quand même des étapes à franchir avant de se trouver directeur général. Mais directeur général d'une école où il était élève il y a 2 ans. Il peut également être un génie, sans que vous ne s'il avait été un génie, on aurait peut-être appris qu'il était le major. Mais même s'il avait été le major de sa promotion il y a 2 ans, la personne qui remplace était le directeur de cette école. Il était l'apprenant de cette personne il y a 2 ans. Alors c'est trop de pression pour lui et comprenez que sans doute il va relever des grands défis. On peut s'attendre à ça aussi. Non, même s'il était le major de sa promotion, je reviens dessus, même s'il était le major de sa promotion, je dis que vous pouvez être le premier de votre salle de classe. Si vous faites, je ne sais pas trop, même de toute votre promotion. PIC, de votre promotion, vous pouvez être le major, le premier sans deuxième, comme on a souvent dit au primaire. Mais on vous place pour gérer la Camtel, vous êtes le plus médiocre du monde entier. Parce que entre les connaissances théoriques et la gestion quotidienne d'une entreprise, même surtout d'une école, même si cette entreprise est de votre secteur d'activité, c'est autre chose. Un directeur général est un manager. Et un manager, il doit traiter les questions qui ont trait aux relations humaines, aux ressources humaines, à l'administration, aux conflits, gérer. Il faut prendre des décisions, il faut. Vous parlez de conseils tout à l'heure. Lorsqu'on vous donne des conseils, il a l'esprit très ouvert sur des questions. Juriste diplômé il y a 2 ans. Ça ne suffit pas. Juriste diplômé il y a 2 ans. Non, moi j'entends des gens dire laissons-lui le temps de montrer ses preuves. Justement, c'est ça qui est mauvais au Cameroun. C'est que on a un pays qui est à genoux et on vous dit non, essayons des aventures, voir ce que ça va donner. Non, il faut cesser ça. Il faut arrêter ça. De toute façon, Flavien moi je dis que cette nomination, c'est une nomination qui va laisser des traces. Non mais écoutez, c'est pas le seul qui a été nommé, il y a également la Camtel et aussi... oui, mais les gens aussi pourront se demander pourquoi l'épouse de l'ex-premier ministre, Chidi Achou, s'est retrouvée à la tête de la Camtel. Non, moi je dis c'est le pouvoir discrétionnaire du chef d'État. C'est l'histoire qui se chargera de nous dire si c'était des bons choix ou des mauvais choix, surtout à l'entame d'un septennat comme celui-ci, où le président de la République connaît les enjeux, c'est ce que le peuple camerounais attend de lui au niveau des performances, au niveau du développement de ce pays avec de nouvelles intelligences. C'est lui qui a la responsabilité de les nommer. Il aura aussi la responsabilité de leurs échecs éventuels si ceux-ci surviennent. Très bien. Alors, donc, on fera le tour de la presse ce matin avec des sujets, en tout cas, le même sujet qui est traité sous différents angles également. Dans la nouvelle expression, on parle par exemple de l'absence parlante du directeur général, que vous avez également évoqué, de la brise. Donc, les nouveaux patrons en poste, désormais, ça c'est ce que dit Cameroun Tribune. Donc, il n'y a rien à faire, ils sont patrons, on comprend déjà. À l'ENAM. Directeur général, PCA et autres, il est le directeur général de toute façon. Donc, les gens vont respecter ce qu'il a dit. Oui, au Cameroun, il est difficile d'apprécier de façon objective quels sont les mobiles sur lesquels on s'appuie pour faire partie un tel et laisser un tel autre. Camille parlait tout à l'heure d'un haut patron d'entreprise qui a plus de 20 ans d'exercice. 25 ans. Il y en a, il n'est pas le seul, il y en a qui ont plus de 10 ans. Pratiquement paraplégique aujourd'hui. Le directeur général de la Camtel qui vient de partir a fait 14 ans. En violation flagrante de la loi. De 99 sur les entreprises publiques. Cette loi dispose que un directeur général et son adjoint ne peuvent pas faire plus de 9 ans en poste. C'est 2 ans renouvelables une fois, c'est-à-dire 9 ans, puisque le mandat c'est 3 ans. Celui qui nomme, c'est le chef de l'État. Et donc, si on était dans un pays normal, on assisterait à des situations où un directeur général démissionne après 9 ans, par exemple. Pourquoi ne pas démissionner? Pour respecter la loi et donner le sentiment qu'on est dans un pays normal. Est-ce que la culture de la démission au Cameroun?
justement, ça pose problème. Est-ce que ceux qui restent sont ceux qui apportent les résultats escomptés? On a évidemment un droit de douter. D'accord. Alors, donc, on parle également de tout ça. Mutation qui revient sur la gaffe de Mendiana. Cameroun Tribune qui parle de ce nouveau patron en poste. On peut parcourir la presse ce matin. Alors, le marché de la CAN 2019, c'est ce que dit le messager. Ferdinand Ngongo et Séraphin Fouda en point de mire, selon le journal. Donc, au départ, une aventure ambiguë. Mais le fiasco qu'on a connu le Cameroun. Un fiasco qui a abouti à l'échec. On voit bien un scandale retentissant. Et avec le retrait de la compétition au Cameroun, et tout cela évolue de façon méthodique. L'aventure a été ambiguë, l'échec ambigu, la suite ambiguë, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi aucune action n'est faite pour faire le point sur ce faramineux et historique détournement, sur ce que les gens ont appelé tranquillement le casse du siècle, qui s'élève non pas en dizaines de centaines de millions ou en dizaines de milliards, mais en milliers de milliards. Moi, je pense que un an, non seulement un mois après le retrait de l'organisation de cette compétition et un mois après tout ce que l'on est en train d'entendre dans les journaux, il y aurait dû y avoir une descente de foudre. On aurait dû déjà ouvrir une enquête et même placer certaines personnes en sûreté. Certaines personnes devraient déjà être entendues et surtout certaines preuves devraient déjà être collectées pour voir clair et surtout continuer. Mais jusqu'à présent, c'est comme si de rien n'était, il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas de réaction. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Dans les journaux, on voit des flèches qui sont décochés d'un côté contre M. Ngongo et Séraphin Fouda en disant que c'est eux les grands artilleurs, les grands artificiers, les manitou de cette affaire. De l'autre côté, il y en a d'autres qui tirent sur M. Montazier en disant que non, c'est lui en vérité le vrai capo du tutti capi, c'est lui qui orchestre tout cela. Bref, les gens se tirent entre ses pattes et on voit bien que ce sont des réseaux qui sont actionnés dans le sens des intérêts des uns pour les autres ou contre les autres, ou bien des uns qui ne tiennent pas à mourir seuls. C'est une histoire vraiment ambiguë aujourd'hui. C'est une suite qui est ambiguë. On attend de savoir quand le chef de l'État va prendre la décision, parce que c'est lui encore, c'est lui seul qui va décider du moment opportun pour non seulement ouvrir des poursuites, ouvrir une enquête, mettre des gens devant leurs responsabilités. En attendant, il y a eu des suggestions. Moi, j'ai vu par exemple l'excellente suggestion de Célestin Bédigui, il y a quelques mois, qui a dit qu'il faut d'abord commencer par dissoudre la COCAN, mettre rapidement une sorte de structure sur pied qui va permettre l'accélération des travaux, et maintenant mettre aux arrêts tous ceux qui ont détourné. Jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est comme si rien ne s'était passé. C'est ça qui rend les gens un peu sceptiques. Bon, moi, j'ai discuté avec une grande personnalité de ce pays. Je lui ai demandé, mais vous qui êtes à côté du chef de l'État, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours rien? Il dit non, laissez, le patron sait ce qu'il fait. Bon, d'accord, il sait, lui, il est peut-être dans le secret des dieux, il sait peut-être que le chef de l'État a une stratégie, mais en attendant, le chef de l'État doit être à l'écoute du peuple, savoir que les gens attendent une réaction de ma part, parce que l'humiliation que tout le peuple a reçue, et cette humiliation n'est pas seulement contre le peuple, sur le dos du peuple camerounais, mais surtout lui-même, parce que vous vous souvenez, le jour où il avait dit que la compétition aura lieu le jour dit, j'avais dit ici qu'il ne faudrait pas que les gens fassent mentir le chef de l'État. Et le chef de l'État a été humilié dans ce sens que les responsables, les gens à qui il avait donné la responsabilité de coordonner ces travaux, l'ont amené à mentir. Donc, moi je pense que le peuple attend que le chef de l'État réagisse. Et le peuple attend que non seulement la vérité soit dite, mais que surtout qu'il y ait quelque chose. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. C'est ça donc qui fait que quand on lit des titres aujourd'hui sur Ferdinand Ngongo et Séraphin Fouda, et dans d'autres journaux, c'est Montazier, on va bien se demander, mais en fait, en réalité, qui a fait quoi dans cette histoire-là? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend pour nous permettre de voir clair? En attendant, c'est les journaux qui tirent de tous les côtés. Et justement, on voit bien que tout cela, la bataille s'est transportée dans les médias. Jusque dans les réseaux sociaux. On voit bien qu'il y a sur les plateaux de télé et autres des gens qui viennent défendre parfois l'indéfendable, ce qui se découvre également le jour même des débats. Comme étant ceux qui viennent défendre un peu ceux qui sont supposés être des auteurs de tout ce qui a conduit à la déchéance que le Cameroun vient de subir pendant la CAN. Non, le chef de l'État a fabriqué des démons qui aujourd'hui le dépassent. C'est ce qui se passe. Il y a certainement des responsables à des niveaux inférieurs
Mais le principal responsable, c'est celui à qui le peuple a donné un mandat, de diriger ce bateau qu'est le Cameroun. C'est le chef de l'État. Évidemment, il est dans le chemin qu'on lui connaît, le chemin de l'imprévisibilité, le chemin du mythe. Il n'aime pas qu'on le voit venir. On attend le gouvernement depuis le 7 octobre, après l'élection présidentielle. Logiquement, après une élection comme celle-là, les cadres sont redistribués, on fait des réajustements, on renouvelle l'équipe dirigeante. Dans les pays normaux, le Premier ministre rend même son tablier en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Il y a certainement des responsables à des niveaux inférieurs, mais le principal responsable, c'est lui qui a pris l'engagement que le Cameroun abriterait la CAN 2019. En confiant des responsabilités à certaines personnes, parce qu'il ne peut pas être partout à la fois. Vous comprenez bien qu'il lui fallait un retour de tout ce qui se passe, même si... Mais écoutez, quand vous confiez la responsabilité, vous n'allez pas vous coucher, ou bien vous ne voyagez pas, vous allez habiter sur notre planète. À quand date le dernier conseil de ministres, les conseils de ministres qui sont des occasions d'évaluer, de critiquer, de mettre en perspective, de sanctionner. Il n'y a pas de conseil de ministres, donc chacun fait ce qu'il veut. Les résultats sont là. L'humiliation mondiale. Alors, le Messager parle donc du marché de la canne ce matin avec tout ce que cela comporte en page 5. On va dire un mot sur l'invité de la nouvelle expression, Ni John Frondi, qui selon lui fait savoir que toutes les initiatives que le président de la République est en train de prendre jusqu'à présent ne vont point trouver des solutions, donc à la crise anglophone tant qu'il ne retiendra pas l'option du dialogue. Oui, moi je pense que cette idée force de John Frondi va dans le sens de la vérité. Il faut quand même que les gens puissent causer. Il faut qu'on arrête un peu de ne prendre que des décisions unilatérales. Moi je pense que il faut absolument qu'on passe à autre chose. Et John Frondi le dit, non seulement au regard des effets pratiquement nuls de la commission de bilinguisme et de multiculturalisme. Il le dit à la suite de la commission de CDDR, et il estime que dans d'autres pays, il faut passer par plusieurs autres étapes avant d'y arriver. D'ailleurs, si vous regardez tout à côté de nous, et ça c'est en marge de ce que John Frondi a dit, en RCA, ils en sont à la quatrième phase, la quatrième opération de DDR. Et depuis le temps que cette affaire est lancée, il y a des anti-Balaka qui ne sont pas là, des anti-Seleka qui viennent, d'autres anti-Balaka qui étaient là, qui sont sortis. Bref, c'est une opération assez délicate. C'est pour ça que John Frondi lui dit que ce sont des démarches unilatérales qui en réalité devraient plutôt qui devraient être implémentées à la suite de rencontres entre les gens. Il soutient d'ailleurs, lui, l'idée de cette conférence anglophone du cardinal Christian Touné. Il dit qu'effectivement, il faut bien qu'on commence par là. Il faut bien que les gens commencent par parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un État qui reste de son côté, qui parle, qui prend les décisions, mais c'est comme si les gens qui étaient en face, on leur imposait un certain nombre de choses, alors que ces personnes elles-mêmes sont de tendances diverses. Donc, John Frondi donne son sentiment sur sa vision de la résolution que l'État, pour ne pas dire plus, est en train de prendre dans le sens de la résolution de cette crise anglophone. Et moi, je pense que son point de vue est assez froid, même si je ne suis pas très d'accord avec lui quand il dit qu'il fallait d'abord commencer par libérer Sissoko Ayoutabé. Là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais lui, il donne son point de vue, qui est respectable, mais qui mérite quand même d'être connu, parce que c'est la première fois qu'il parle qu'il est aussi prolixe sur son avis à propos de la crise anglophone. Très bien, nous sortons de l'émission dans 30 secondes. Donald Brice, Ni John Frondi estime qu'il faut laisser prospérer toutes les idées, toutes les initiatives qui vont dans le sens du dialogue pour un retour à la paix dans les régions anglophones. Oui, on a cessé de le dire. Il y a certainement des avancées. Nous avons toujours dit ici qu'on avait placé quelque peu la charrue avant les bœufs. Le fait de mettre en place un comité national de désarmement alors que le conflit se poursuivait était tout à fait paradoxal. Dans beaucoup de pays où ce type d'initiative a été prise, c'est dans des chemins post-conflit. C'est lorsque la guerre est finie qu'on dit
revenez avec vos armes, vous qui les avez prises de façon illégale, remettez-nous les armes et on engage le dialogue. Il faut permettre que la conférence anglophone se tienne, que les gens puissent échanger, que les gens se libèrent, que les gens fassent une sorte de catharsis, disent ce qu'ils veulent. Ça ne signifie pas qu'on retiendra forcément ce qu'ils ont dit, mais au moins ça permet de se libérer, de s'exprimer. Très bien. Merci à vous, chers messieurs, et bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera une autre édition, la 3e de la semaine, la revue des grandes unes. Merci de faire un tour dans les kiosques également ce matin et vous procurer les tabloïds afin d'être au parfum de l'actualité. Bonne journée à tous.